Bien, alors d'abord nous accueillons Odile Renaud-Bassot qui va nous conclure cette journée de travail. C'est difficile d'imaginer de résumer l'ensemble des choses qui ont été dites aujourd'hui, tant aujourd'hui et hier aussi d'ailleurs au cours du dîner auquel beaucoup d'entre vous avaient participé, tant les débats ont été riches et tant ils ont été passionnants. Alors, je pense qu'on aura, bien évidemment, tout ceci a été non seulement vu par vous tous qui êtes dans cette salle, vu par les internautes qui ont été très nombreux à suivre cette séquence, et on essaiera de reprendre par écrit un certain nombre de choses parce que vraiment la richesse des données était vraiment exceptionnelle. Hein ? Oui, la Pléiade peut-être pas, mais en tout cas, on va utiliser des moyens un peu plus modernes, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Il va falloir que tu sois disrupté aussi. Hein. Bon. D'abord, je voudrais remercier tous nos animateurs qui ont été vraiment des formidables animateurs de table ronde. Ils ont participé ils connaissaient parfaitement les sujets, ils ont su mettre en valeur tous leurs invités et ils nous ont permis d'avoir vraiment une densité dans les propos et dans les débats. Alors, tout seigneur, tout honneur, Antoine, mais aussi ce matin Cyril et Guy-Antoine Larochefoucauld. Je crois que vraiment il faut les remercier pour ce travail qu'ils ont fait et qui a été vraiment formidable. Au titre des remerciements, je voudrais aussi remercier toutes les équipes de la Fédération qui ont permis que ces dernières 24 heures se passent dans des conditions qui, je crois, ont été appréciées de vous tous. C'est un travail d'équipe, c'est un gros travail pour que les choses fonctionnent, depuis ces micros jusqu'à la lumière, les écrans, le fait que le plat hier soit chaud dans l'assiette. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, beaucoup d'équipes, donc elles méritent un remerciement collectif. Je voudrais remercier les directeurs qui ont particulièrement travaillé sur cette journée, Christian Pierotti, Ariel Texier, Christine Taral, Delphine Delval. Je voudrais aussi remercier leurs équipes, je ne sais pas s'ils sont là, mais en tout cas, Émilie Giraud, Hélène Béjouy, Benoît Danton, Léila Graison, tous ces gens ont travaillé, y compris mon secrétariat, Annie et Dominique. Tout le monde a été très sollicité, tout le monde est très content que ça se soit bien passé. Et tout le monde est très content que ça soit bientôt fini. Alors justement, je ne vais pas prolonger trop les choses. Je crois que ce matin, au fond, on avait fait un inventaire des questions qui se posaient. Elles étaient très, très, très fortes dans un environnement très particulier. Est-ce qu'on a répondu à toutes ? Certainement pas complètement, mais en tout cas, on a, je crois, dit beaucoup de choses très signifiantes sur la plupart d'entre elles. On évoquait la digitalisation. Ce débat, à l'instant, a été, je ne vais pas vous le résumer, puisque vous en avez profité comme moi, il était passionnant. Et au fond, ces trois débats, ils s'étaient totalement entrebriqués. On a parlé de réglementation, on a parlé de disruption numérique, on a parlé de nouveaux risques, mais on a bien vu qu'à chaque fois, les uns avaient des interconnexions avec les autres, mais ça a été toujours dans une grande précision. Et on a appris, je crois, beaucoup de choses. Donc oui, je crois que nous sortons, vous êtes tous dans cette salle, sensibilisés à l'importance de la digitalisation. Tout le monde a bien compris que la révolution numérique allait frapper l'assurance comme elle frappe les autres secteurs, et peut-être plus encore. Mais je crois qu'on a tous appris des choses, quel que soit notre intérêt sur ce sujet. Et pour cela, déjà, et nous reviendrons bien sûr sur ces sujets, car non seulement ils sont loin d'être réglés, mais en plus ils évoluent à une vitesse extraordinaire, on l'a dit. Et il nous faut nous-mêmes être capables de suivre cette évolution. Sur les nouveaux risques, et d'ailleurs là aussi les choses sont liées. Le cyber-risque a été beaucoup cité aujourd'hui. La représentante Lisanne Pearlet a beaucoup insisté là-dessus ce matin. C'est vrai que c'est logique, les États-Unis sont en avance sur nous sur ce sujet, mais ils nous montrent la voie et nous savons effectivement que c'est un sujet pour lequel les assureurs sont à la fois concernés en tant qu'utilisateurs de données, mais également évidemment dans leur métier d'assurance. C'est un sujet qui va se développer. Et la Fédération est tout à fait consciente de cela et nous avons décidé de faire vraiment beaucoup d'efforts dans ce domaine. Sur les taux bas, sujet qui a été évoqué évidemment par le gouverneur, par le ministre ce matin. J'ai eu moi-même l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Et je trouve que ce qui a été dit dans la dernière table ronde, au fond, est un magnifique complément et compliment. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit bien de dire que, d'abord, aide-toi, le ciel t'aidera. Il ne s'agit pas uniquement d'attendre que la régulation vienne régler le problème. C'est à travers une remise en perspective du modèle économique qu'on peut répondre. Et je crois que le changement de vote spectaculaire après les explications fournies par la table ronde montre bien qu'il y a eu une prise de conscience.
ne peux pas expliquer ça autrement, une prise de conscience que les choses n'étaient pas seulement à attendre de l'environnement, mais qu'il fallait aussi s'aider soi-même. Néanmoins, la régulation, elle compte. Une régulation bonne fait avancer les choses, une régulation mauvaise a aussi un impact sur les choses. Et on a des tas d'exemples de très mauvaises régulations qui ont provoqué des problèmes. Alors là-dessus, on a eu, je crois, des avancées bonnes sur Solvency II. Je crois qu'il y a un esprit d'ouverture. On est passé, maintenant qu'on est à un stade de la mise en œuvre, tout le monde se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je crois que les représentants de l'Union ont été ouverts sur le sujet. Le ministre a été très clair, le gouverneur aussi, et la profession aussi. Je crois qu'on est tous alignés sur l'identification des problèmes et sur la nécessité de plus de souplesse et de moins de réglementation et d'une proportionnalité dans la réglementation. Alors, il y a un débat qui va finir ce soir très tard entre Stéphane et Gabriel, mais quand même, j'ai entendu à la fin du propos de Gabriel, là aussi, des ouvertures sur le fait qu'il fallait se voir pour discuter. Et si on discute, on va bien finir par arriver à trouver une solution. Et en tout cas, je pense que le point a été clairement marqué. Là, bon, il avait été assez clairement marqué par le Parlement, 602 contre 4, mais c'est vrai qu'il en restait encore 4. Alors peut-être que si on invite les 4 la prochaine fois, il ne restera plus personne, et à ce moment-là, on aura réglé le problème. Bon, on n'a pas eu vraiment beaucoup d'échos sur le règlement d'exemption. Je pense que se passait un petit peu la trappe, donc j'en conclus que qui ne dit bon consent, et donc je suis ravi du fait que le problème soit réglé. Et pour finir, on a eu des débats, une évocation permanente du Brexit, et en des termes qui, je crois, là aussi, étaient extrêmement riches et intéressants. Hier soir, Pierre Moscovici disait, le problème, c'est pas qu'il soit dur ou qu'il soit mou, le problème, c'est qu'il soit propre. Et je crois que ça résume assez bien aussi la volonté de la profession. Le Brexit existe, c'est une réalité, le problème n'est pas d'en discuter, le problème est de faire en sorte que, à la fois, il ait des conséquences, et on l'a dit, il n'est pas possible de continuer dans le régime d'antan et notamment d'imaginer qu'on puisse rompre avec les principes européens, avec les 4 libertés fondamentales. Donc ceci n'est pas négociable. Pour autant, il faut essayer de trouver les solutions qui soient les plus favorables à l'Europe. Car de la même façon que les entreprises ont dit très clairement à plusieurs reprises dans le débat que si elles ne bougeaient pas, elles seraient disruptées par le monde extérieur, j'ai envie de dire que pour l'Europe, il en va de même. Si elle ne bouge pas, elle sera disruptée. Et cela, ça ne sera pas le meilleur des mondes. Alors, pour conclure et avant de donner la parole à Odile, d'abord, je voudrais faire un autre message de remerciement. Je l'ai dit hier soir, mais peut-être tous ceux qui sont là aujourd'hui n'étaient pas là hier soir pour en profiter. Je dis un message spécial, je dirais, de toutes les entreprises françaises et de toute l'assurance française envers nos amis étrangers, ceux qui sont venus à Paris. Pour nous, compte tenu de ce qui s'est passé à Nice il y a 3 mois, à Paris il y a presque 1 an, 11 mois, le fait que toute la profession soit fidèle à ce rendez-vous de l'assurance, c'est pour nous quelque chose qui est extrêmement important et à titre symbolique. Je crois vraiment qu'on en est très reconnaissant à tous nos invités étrangers. Et donc, Gabriel et les autres, je voudrais vous remercier. Et donc, je conclurai avec 3 phrases qui m'ont frappé. Elles ne sont pas les plus importantes ni les meilleures, mais il me semble qu'elles résument 3 éclairages comme ça qui, à l'issue de cette journée, m'ont marqué. Thomas Buberl disait il ne faut pas avoir peur des GAFAM, il faut travailler avec eux. Je crois qu'effectivement, après, la question est de savoir comment on travaille avec eux, mais le point est absolument essentiel. François Villeroy-Gallo, tout à l'heure, a conclu vers la fin de son discours en disant que l'assurance était une chance pour la France et pour l'économie. Je crois que c'est un hommage qui nous va droit au cœur pour la France, mais que tous les professionnels de l'assurance peuvent prendre eux-mêmes pour eux, parce que c'est vrai que notre secteur joue un rôle fondamental et qu'il est à l'écoute des besoins des citoyens de protection, des besoins de financement des entreprises et des besoins de gestion du risque par les États. Et donc, c'est l'ensemble du corps social qui attend beaucoup de nous, et cette responsabilité nous oblige. Et je terminerai par une phrase qu'a prononcée tout à l'heure Adrien Montagu. Il a dit une chose qui, à mon avis, définit parfaitement la situation, même si elle ne résout rien. Il a dit « La situation n'est ni stable ni statique », et je crois que ça résume exactement pour l'ensemble des débats.
Voilà, merci à tous en tout cas de votre attention, et si Odile le veut bien, je lui laisse la parole pour conclure cette 8e conférence. Monsieur le Président, cher Bernard, c'est à la fois un grand honneur pour moi de conclure cette réunion, en même temps un grand défi, puisqu'il y a beaucoup de sujets que vous avez déjà abordés. On est vendredi soir, donc je vais essayer d'être brève et d'apporter un éclairage qui est utile, en évitant d'être trop redondante par rapport aux débats dont j'ai l'impression qu'ils ont été extrêmement riches et extrêmement nourris au cours de toute cette journée. Alors, je me focaliserai sur 2 sujets parmi tous les sujets que tu as évoqués. Il y a 2 sujets sur lesquels je souhaiterais revenir plus particulièrement ce soir en guise de conclusion. Le premier, c'est la question de l'environnement de taux bas, qui constitue quand même un défi particulier pour le monde de l'épargne, le monde de l'assurance, et qui doit nous conduire à réfléchir à l'adaptation de nos modèles et du secteur. Et le deuxième, ce sont les mutations technologiques qui vont fondamentalement et à plusieurs niveaux redessiner les métiers de l'assurance et nécessitent de développer de nouvelles formes de couverture de risque. Et là aussi, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais je pense que c'est un sujet sur lequel on a encore beaucoup de choses à faire. Alors sur le premier sujet, le premier thème sur l'adaptation du secteur aux mutations économiques et financières qui bousculent l'assurance aujourd'hui, le premier élément, le constat qui est une banalité aujourd'hui, mais qui est quand même tellement prégnant que je pense qu'il faut le rappeler, c'est le fait qu'on a des taux bas, des taux qui baissent de plus en plus, et qu'on va sans doute rester avec des taux bas pour longtemps, enfin en tous les cas pour plus longtemps qu'on ne pensait encore il y a quelques mois. Ce nouveau paysage qui réduit d'une manière générale l'attrait de l'épargne représente un défi tout particulier pour l'assurance vie, et vous le savez mieux que personne, puisque ça a un impact direct sur les rendements financiers qui se compriment, et il y a un impact à venir dans une remontée de taux qui arrivera bien à un moment ou à un autre et qui pourra avoir un impact très important sur les portefeuilles existants. C'est un sujet sur lequel vous êtes déjà beaucoup mobilisés, et notamment en développant des nouveaux produits qui apportent une vraie plus-value par rapport à la simple gestion d'actifs et qui reposent sur un nouveau partage de risques entre marché entre l'assureur et l'assuré, tels que par exemple le développement des unités de compte, dont la part dans les produits d'assurance vie augmente, représente près de 20% de la collecte nette, ce qui est évidemment une évolution très favorable. Il reste une part importante de contrats en euros sur lesquels les sujets sont d'importance. Alors cette évolution repose d'abord sur votre innovation, votre créativité pour convaincre vos clients dans le respect strict de votre devoir de conseil. Comme le ministre l'a rappelé ce matin, le gouvernement a souhaité accompagner cette évolution, la soutenir, en créant en 2014 les produits Eurocroissance, et auquel on a donné un coup de pouce temporaire pour faciliter le décollage, compte tenu des premières expériences qui montraient un certain nombre de difficultés. Et donc, nous espérons maintenant, et nous comptons sur vous, et sur les assureurs vie en particulier, pour que ce nouveau produit puisse être développé, répondre aux besoins et répondre à des besoins particuliers des épargnants. Parallèlement à cette problématique de développement de nouveaux produits, il ne vous a pas échappé que la loi dite loi Sapin 2, que le ministre a évoquée ce matin et dont on espère qu'elle sera votée prochainement en dernière lecture au Parlement, comporte plusieurs dispositions d'importance relatives à l'assurance et dont certaines ont fait l'objet de débats extrêmement passionnés dans les derniers jours, les dernières semaines, sur la question de la légitimité et de l'impact que ça pouvait avoir sur le secteur. Je voulais revenir sur 3 d'entre elles, et en soulignant que, de notre point de vue, c'est une réponse importante au contexte de taux, au contexte macroéconomique, et que l'objectif n'est pas de donner de nouveaux pouvoirs à une nouvelle autorité pour l'objet même de ces pouvoirs, mais bien l'objectif est de renforcer la résilience du secteur dans votre intérêt comme dans celui des assurés.
La réglementation prudentielle française a toujours essayé d'être prospective dans son appréciation des risques, et je pense que c'est un élément important de la confiance des Français dans les produits d'assurance vie qu'on voit aujourd'hui toujours dans l'importance de la collecte, et que ça doit le demeurer. Donc 3 points qui sont apportés par cette loi, ce projet de loi. La première, alors il y a des dispositions dont le ministre a sans doute parlé ce matin sur la refonte de l'encadrement des régimes à points, la création de fonds de retraite professionnels. Mais moi, je voulais revenir sur 3 points plus spécifiques. Le premier, c'est la mise en place de premiers éléments d'un régime de résolution applicable au secteur de l'assurance. Donc l'objectif est de permettre aux superviseurs de gérer de façon optimisée les défaillances éventuelles d'assureurs. Il vaut mieux prévenir que guérir et d'avoir les outils en prévention plutôt que d'être démunis en cas de crise. Et donc l'objectif est vraiment de permettre à l'ensemble des acteurs de mieux anticiper les scénarios adverses, avec par exemple l'obligation pour les plus gros acteurs d'élaborer des plans préventifs. Alors, on ne prévoit pas, comme on l'a fait pour les banques, d'instaurer des règles de bail-in, de toucher au fonds de garantie, puisqu'on pense que ces sujets-là ont vocation à plutôt être évoqués au niveau européen. Et d'ailleurs, on a engagé les réflexions sur ces sujets-là dans un cadre européen, à un niveau, on est encore dans un niveau très préliminaire, mais il nous semble que ça doit être traité à cette échelle-là et pas à l'échelle nationale. Le deuxième sujet sur lequel, qui pour le coup a attiré beaucoup de discussions la semaine dernière, c'est la capacité donnée au Conseil de stabilité financière, dans des situations tout à fait exceptionnelles, comme une hausse brutale des taux d'intérêt qui toucherait le marché de façon transverse, de suspendre les versements. Alors aujourd'hui, la CPR a déjà des pouvoirs individuels, puisqu'elle peut le faire pour une période de temps limitée. Dans des cas individuels, elle peut suspendre la liquidité de certains contrats afin de prévenir des rachats en masse, potentiellement déstabilisateurs. La disposition qu'introduirait le projet de loi est plus générale, mais est vraiment une mesure de dernier ressort dont l'ambition qui me paraît fondamentalement légitime est d'assurer une protection uniforme des assurés, dont on sait toujours qu'ils ne sont pas forcément égaux devant, ils n'ont pas forcément accès au même niveau d'information, ils ne sont pas forcément aussi réactifs tous les uns que les autres, et donc l'objectif est d'assurer le même niveau de protection que les plus agiles et les mieux conseillés aux plus modestes et moins bien informés, et donc pour éviter des mécanismes de rachat non contrôlés en période de crise. C'est évidemment une mesure tout à fait exceptionnelle et très encadrée, mais qui nous paraît être nécessaire dans l'idée d'avoir une boîte à outils permettant de faire face à tout type de situation. De la même façon, le Haut Conseil de stabilité financière pourrait prendre des mesures de limitation de dividendes pour assurer la résistance du secteur dans des situations de crise particulières et veiller à ce que les contraintes temporaires et exceptionnelles imposées dans l'intérêt général aux assurés et aux assureurs soient bien équilibrées. Donc, je pense que le dispositif est nécessaire et qu'il est suffisamment encadré et équilibré pour rassurer tout un chacun, assureur ou assuré. Troisième élément important du projet de loi, de notre point de vue, c'est la possibilité pour le Haut Conseil de stabilité financière d'imposer une modulation, cette fois de manière préventive, des dotations à la provision pour participation aux bénéfices, afin de mieux lisser les rendements servis aux assurés et, dans le contexte actuel, de favoriser du coup le développement de nouveaux produits d'assurance vie. Alors je comprends que vous avez par ailleurs, de votre côté, et que Bernard en a parlé ce matin, une réflexion sur la constitution d'une nouvelle provision pour rendement futur. Les pouvoirs publics seront, et le Trésor en particulier, qui est en charge de ces questions, est prêt à regarder avec attention et beaucoup d'intérêt une telle piste si vous nous faites des propositions formalisées en la matière. Quelle que soit la manière de faire, nous sommes convaincus, comme le HCSF a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, et comme je crois le gouverneur de la Banque de France l'a redit ce matin, ou tout à l'heure, c'est en début d'après-midi, que dans l'intérêt des assurés comme de l'ensemble des assureurs, il est très important que les rendements servis aux assurés reflètent mieux les conditions de taux de marché et qu'il y ait une véritable discipline collective en la matière pour garantir la pérennité de nos systèmes dans l'intérêt de tout un chacun.
Cette évolution est évidemment difficile, mais ça nécessite une mobilisation collective et un effort partagé de pédagogie, et je trouve ça très bien que la profession se saisisse elle-même du sujet et fasse des propositions en la matière. Deuxième sujet sur lequel je voulais intervenir, c'est la question des mutations technologiques et du digital qui sont vraiment fondamentales pour l'assurance de demain. C'est un enjeu, alors le mot disruption a déjà été largement utilisé par Bernard à des titres divers, donc je le citerai moi aussi. On voit bien que c'est un enjeu de disruption majeur pour le secteur, pour votre secteur, puisque c'est à la fois un enjeu, possible levier de croissance, de façon évidente, parce que ça peut simplifier la relation avec les clients, permettre beaucoup de gains, améliorer la prestation, la qualité du service, etc. Mais ça représente évidemment aussi des défis pour le monde de l'assureur. Alors sur ce sujet, un des rôles des pouvoirs publics, qui est celui de la régulation, nous a conduit à proposer et vous donner des moyens concrets pour utiliser pleinement le potentiel de dématérialisation et des nouveaux moyens de communication numérique. Vous savez peut-être que dans la loi, dite loi Le Maire, qu'on appelle aussi la loi pour une république numérique, il y a un article d'habilitation qui nous permettra d'adopter par ordonnance des mesures permettant une utilisation accrue de tous les supports dématérialisés pour la remise d'informations ou de documents relatifs à la conclusion ou à la modification d'un contrat, et aussi à toutes les étapes de la vie des contrats, de procéder par voie dématérialisée. Alors il y a tout un travail qui doit être fait entre la signature par voie dématérialisée, l'identité numérique, la signature électronique, mais ça nous paraît être un élément extrêmement important d'évolution des relations avec l'ensemble des clients. Et donc, ça nous paraît un travail qui nous attend très important. L'objectif est que, tout en veillant à préserver pour le client un niveau de protection au moins égal à celui actuellement garanti par la remise de documents papier, il y a une facilitation des procédures, l'intégration croissante du processus d'identification électronique qui devrait être rendu possible. Et donc, ça constituera, de votre point de vue, me semble-t-il, du point de vue des assureurs, un important facteur d'économie et d'efficacité opérationnelle, et donc un élément de gain potentiel très important. Alors évidemment, avec le digital, il y a d'autres aspects qui vous concernent tout autant. Et je pense notamment, par exemple, à la montée en puissance des objets connectés, puisqu'en fait, ce qui est fascinant avec l'assurance, c'est que ça touche tous les domaines de la vie et tout le type de relations qu'on a dans la vie des citoyens, que ce soit la vie personnelle, le logement, la famille, la voiture, etc. Et donc on voit bien que les objets connectés, pour le monde de l'assurance, c'est une révolution, puisqu'avec, par exemple, les voitures autonomes, semi-autonomes, mais de la même façon, l'expansion de l'économie collaborative pose des questions importantes pour votre métier, dans la mesure où le métier traditionnel d'assureur dommages était centré sur les propriétaires individuels. Donc, des biens collaboratifs, comment fonctionne l'assurance, etc. On voit bien que c'est des questions qui émergent et qui sont devant nous. Toutes ces évolutions, auxquelles il faut sans doute ajouter l'irruption de nouveaux acteurs, que sont les insurtech. Alors j'avoue que j'ai découvert ce nom, mais on met tech à toutes les sauces maintenant, donc insurtech. C'est autant de facteurs qui vont indubitablement participer à la transformation de vos modèles d'affaires et donc des enjeux essentiels. Face à ces différentes problématiques, l'attitude des pouvoirs publics sera la même. Être à l'écoute pour favoriser l'innovation, parce que je pense que c'est un facteur de compétitivité et de modernité de notre pays, et donc en modifiant la réglementation lorsque c'est nécessaire, tout en veillant à maintenir, et ça c'est notre responsabilité, à la fois la protection des assurés et un niveau suffisant de mutualisation des risques. Et c'est vrai que dans le domaine de l'assurance, l'innovation des nouvelles technologies, ce n'est pas simplement un nouvel outil pour les relations avec les clients, de nouvelles perspectives de contrat, etc. Mais il y a un impact potentiellement très important sur la conception même du métier, le rôle même du métier et la question de la mutualisation, puisque grâce aux objets connectés, vous allez pouvoir avoir un meilleur travail de prévention grâce aux données nouvelles dont vous allez disposer. Il peut y avoir des effets extrêmement positifs, mais éventuellement également des questions qui se posent sur le degré de mutualisation, la façon dont on protège les données personnelles
pour éviter des fragmentations et qui pourrait conduire, en fait, d'une certaine façon, à une remise en cause de la confiance des consommateurs dans l'économie numérique et les nouveaux services qui leur sont proposés. Cette confiance repose sur la protection effective de leurs données. Et donc, une grande attention devra être apportée par les assureurs pour la recherche du meilleur équilibre entre, d'une part, les opportunités de tarification affinées qui prennent en compte les risques au plus près de la connaissance de vos clients et que devrait permettre l'utilisation du big data et l'exploitation de toutes ces données, et d'autre part, la nécessaire préservation du modèle de mutualisation des risques qui se trouve au cœur du métier. S'il n'y a plus de mutualisation, d'une certaine façon, il n'y a plus d'assurance, je dirais, en caricaturant jusqu'au bout. Et donc, si l'utilisation du big data aboutissait à réduire excessivement la solidarité entre les risques, jusqu'à en diminuer l'assurabilité pour certaines populations, ce ne serait pas nécessairement un facteur de projet. Et je crois que là, on a devant nous un enjeu assez substantiel. Enfin, avec la révolution numérique, arrive aussi le cyber-risque. Ça a été mentionné également, et je comprends que vous en avez parlé. Or, qui dit risque dit assurance pour couvrir et prévenir ce risque. Et donc là, je crois aussi que vous avez un rôle à jouer en la matière. L'État a déjà réalisé un travail important pour mieux préciser ces enjeux et identifier les meilleures pratiques à l'étranger. Il y a eu des travaux qui ont été faits aussi dans le cadre du G7. Je sais que vous avez mis en place un groupe de travail qui vient d'être sous votre présidence, cher Bernard, et je m'en félicite parce que je crois que c'est vraiment un enjeu là aussi de confiance et de sécurité et de stabilité financière extrêmement important. Une couverture accrue des acteurs économiques est souhaitable, ce qui nécessitera sans doute de continuer à faire évoluer la gamme de produits que vous proposez déjà en matière de dommages, cybervol, avec parfois des garanties annexes comme la gestion de crise, mais c'est un sujet devant nous. Donc pour conclure, je crois qu'on peut dire que vous avez déjà accompli beaucoup d'efforts pour adapter votre métier, vos métiers, puisqu'ils sont quand même assez divers et multiples, au monde de demain. Et nous voyons notre rôle, le rôle des pouvoirs publics et de la direction du Trésor en particulier, comme un facteur d'accompagnement de cette démarche d'adaptation afin de permettre aux assureurs de disposer des moyens et des leviers nécessaires pour appréhender les mutations à la fois financières comme technologiques. On voit qu'on ne manque pas d'enjeux et je pense que l'un des bénéfices de cette conférence internationale, c'est d'échanger et de mutualiser les expériences d'une certaine façon pour progresser plus vite et répondre le mieux possible aux enjeux de demain. Je vous remercie de votre attention.